Bonjour à tous, bienvenue. Alors j'espère que vous allez tenir le coup parce qu'il est quand même 16 heures. Alors tout d'abord j'aimerais remercier la Fondation Jérôme Lejeune de m'avoir accueilli si chaleureusement et de m'avoir invité. Donc voilà, et puis je me présente parce que je pense que vous allez mieux comprendre un petit peu le fil conducteur de cet exposé. Donc je suis Céline Borin, je suis de formation psychologue et en fait j'ai fait ma thèse de doctorat à l'Université de Louvain-la-Neuve en collaboration avec le professeur Nader Grosbois, et on a collaboré toutes les deux sur plusieurs travaux qui étaient destinés donc à des enfants porteurs de trisomie et sur leurs habiletés socio-émotionnelles, et j'ai eu cette chance de pouvoir mettre en place un des outils que j'ai utilisé dans le cadre de ma thèse aux cliniques Saint-Luc, donc dans un service de cardio-pédiatrie, dans une consultation multidisciplinaire pour les enfants porteurs de trisomie et d'autres syndromes génétiques. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir mettre ce programme en place, et donc je travaille dans une équipe multidisciplinaire. Donc outre le côté médical, il y a aussi l'aspect développemental qui aujourd'hui est pris en compte depuis presque maintenant 2 ans. Donc c'est porteur de nouvelles choses. Alors au niveau du sommaire de ma présentation, je vais d'abord parler du constat de la littérature concernant les enfants porteurs de trisomie 21 ou qui ont une déficience intellectuelle et leurs difficultés socio-émotionnelles. Je vais aussi exposer brièvement l'intérêt finalement d'étudier chez ces enfants ces difficultés. Je vais évoquer les mesures des habiletés socio-émotionnelles dans la littérature, puisque je l'ai étudié dans le cadre de ma thèse, et plus concrètement, quels sont les outils que j'utilise aujourd'hui au sein des cliniques universitaires dans ma pratique. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait finalement pour ces enfants ? Alors, je commence en fait par le constat, car parler de déficience intellectuelle suppose la présence de limitations des habiletés adaptatives et socio-émotionnelles. Donc, premièrement, d'abord, selon le critère de diagnostic reconnu par l'American Association Intellectual Disability Development, il y a des limitations des fonctions intellectuelles et adaptatives. De plus, il y a plusieurs auteurs, pas mal d'auteurs même, qui observent dans leurs études de grandes faiblesses dans la reconnaissance des expressions émotionnelles chez les autres et une moindre régulation émotionnelle. Alors surtout, c'est pour les expressions émotionnelles plus négatives, donc tout ce qui se rapporte à la colère, la frustration, la tristesse, la peur, etc., beaucoup plus que les expressions positives comme la joie. Alors, il y a d'autres auteurs qui ont été examinés, qui ont observé la théorie de l'esprit, donc Theory of Mind, et qui ont démontré donc des capacités moindres à comprendre les émotions chez les enfants qui ont une déficience intellectuelle. Alors, on voit ici qu'il y a vraiment des limitations au niveau émotionnel, mais dans le cadre de ma thèse et dans le cadre des études, c'est quand les enfants sont appariés en âge chronologique. Lorsqu'ils sont appariés en âge de développement, là on voit que s'ils sont appariés, je précise, en âge de développement, c'est égal, sauf en ce qui concerne toutes les interactions sociales, où là encore il y a encore vraiment énormément de difficultés. Alors, plus précisément, pour les enfants porteurs de trisomie, on voit qu'il y a des particularités des dimensions socio-émotionnelles, dont le tempérament qui est plus passif, la faiblesse en motivation de contrôle et surtout des difficultés d'adaptation dans les interactions avec les adultes, mais aussi avec les pairs. Alors, de manière plus générale, plusieurs auteurs, et surtout les études de Guralnik et de notre équipe, en fait, on a découvert qu'il y avait des capacités sociales altérées, avec des difficultés à établir une relation d'amitié avec les pairs. On constate aussi des comportements plus agressifs, des difficultés à participer socialement dans des jeux plus symboliques, et alors, selon Guralnik, ces difficultés persisteraient à travers le temps. Alors, donc ça, on voit en fait qu'au niveau socio-émotionnel, il y a des difficultés, et au vu de ces déficits chez ces enfants et ces ados qui présentent une déficience intellectuelle, il est essentiel de pouvoir finalement comprendre leur retard ou leur spécificité socio-émotionnelle afin d'adapter leur évaluation, mais aussi l'intervention à leur égard.
Alors, au niveau de l'intérêt de ces spécificités socio-émotionnelles, d'abord, on a vu que dans la littérature, donc, quand ils sont appareillés en âge chronologique, on voit qu'il y a des faiblesses, des difficultés, d'accord. Et je constate également dans ma pratique, au sein des cliniques, qu'il y a un intérêt croissant de la part des professionnels d'avoir des pistes d'intervention pour tout ce qui est habilité socio-émotionnelle. Donc, les professionnels sont en fait confrontés à des enfants qui sont difficiles au niveau social, au niveau émotionnel, et donc qui sont en demande pour pouvoir les aider au mieux dans leurs interactions, dans leurs relations, mais aussi au niveau de la régulation émotionnelle. Je constate, puisque je travaille et j'expliquerai par la suite en partenariat aussi avec les parents, je constate aussi que les parents sont demandeurs aussi d'être un peu acteurs et de pouvoir avoir des pistes d'intervention au quotidien. Donc voilà, donc l'intérêt un petit peu de pouvoir travailler dans ce domaine-là avec ces enfants. Alors, on continue. Donc, au niveau de la mesure des habilités socio-émotionnelles, là, au niveau d'abord émotionnel. On constate dans la littérature que l'évaluation implique essentiellement des mesures sur la reconnaissance émotionnelle, et un des outils qui est connu, c'est Lechman and Friesen Facial Affect Slide, ou la compréhension des causes des émotions chez des enfants typiques et atypiques. En fait, ici, c'est vraiment des outils qui se basent sur des images avec des émotions de base. Et on demande à l'enfant de reconnaître les émotions, ou alors, en ce qui concerne la compréhension des causes des émotions, on met une situation et l'enfant doit reconnaître comment est-ce qu'il se sent le protagoniste. Donc, voilà au niveau de tout ce qui est expression émotionnelle. Au niveau de la régulation émotionnelle, et plus spécifiquement la régulation socio-émotionnelle, en fait la majorité des études sur la régulation émotionnelle sont en fait des outils qui sont des questionnaires hétéro-rapportés à destination des professionnels ou des parents pour des enfants en âge scolaire ou préscolaire. Et donc voilà ici une liste un petit peu de questionnaires qui sont souvent utilisés dans la littérature. Vous verrez que plus tard, j'exposerai un des outils qu'on utilise aux cliniques Saint-Luc, qui est l'Emotional Regulation Checklist, le RC. D'accord, donc voilà, comme ça vous aurez un aperçu chaque fois d'un outil de manière plus spécifique. Alors, juste une petite parenthèse pour avoir étudié la régulation émotionnelle. Je constate que dans la littérature, souvent, on associe à la régulation émotionnelle le volet tempérament, parce que le tempérament sera en fait une dimension de la régulation émotionnelle, et ce serait en fait un bon indicateur de la régulation émotionnelle. Alors, il y a également des observations plus directes, et la plupart en fait de ces mesures observent le comportement de l'enfant seul lors d'une tâche induisant des émotions négatives telles que la colère, la peur ou la frustration, pour relever en fait la persistance en résolution de problèmes. Alors, je prends un exemple, par exemple, delay of gratification. En fait, l'enfant est tout seul dans une pièce et on lui propose 2 casse-croûtes qui sont fermés, donc il ne voit pas lequel il peut avoir, et l'expérimentaire lui dit, voilà, quand tu entends le signal sonore ou quand tu me vois, tu peux choisir le casse-croûte et le manger. Sauf que l'expérimentateur il n'arrive pas, ou le signal sonore n'arrive pas. Donc du coup, l'enfant il ne sait pas quoi faire, et donc il est face à une frustration, et il y a une cotation qui est dichotomique, donc soit l'enfant prend le casse-croûte, soit l'enfant ne le prend pas et attend, et alors arrive à réguler du coup son émotion négative. Alors, selon plusieurs auteurs, dont Dennis, qui a étudié beaucoup la régulation émotionnelle, la persistance en fait face à des défis ou à la tolérance à la frustration, comme dans ce cas-ci, sont considérés comme des indicateurs d'une bonne régulation émotionnelle. Alors, il y a également des observations en situation interactive, mais c'est beaucoup plus rare au niveau des études. Et avec Nathalie Nader-Robon, on a mis en place un jeu, et il est vrai que la mise en place est difficile parce que non seulement on doit avoir un enfant qui doit être sujet et l'autre enfant qui doit être neutre. Donc là, on voit ça très peu dans la littérature, mais quand on le voit, c'est plutôt en contexte de jeu libre ou en contexte de jeu en compétition. Alors voilà au niveau émotionnel. Au niveau maintenant des habiletés sociales, on constate que dans la littérature, c'est essentiellement des questionnaires complétés par les adultes, les parents ou les professeurs, pour identifier les habiletés sociales de l'enfant ou alors des problèmes de comportement.
Une fois plus ici, je vous ai mis une série qui sont le plus utilisées, comme le PSA, Profil Social Affective, qui est fortement utilisé en Belgique à l'université, le CBCL aussi, qui est utilisé, le IS plus récemment. Et alors, oui, c'est tout. Et alors, il y a des checklists, donc ça, c'est plus des étapes des habiletés sociales, comme le Brigance, qui est fortement utilisé. Et dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt le Vineland Adaptative Behavior Scale. Alors ici, il y a le AEPS, qui est le fameux programme que j'ai utilisé dans le cadre de ma thèse et que j'ai mis en place avec toute l'équipe au sein des cliniques universitaires Saint-Luc, et qui en français est EIS. Donc E pour évaluation, I pour intervention et S pour suivi, mais je vous l'expliquerai par la suite. Voilà, donc ça c'est vraiment en fait un bref aperçu de ce qu'on a au niveau de la théorie et des outils utilisés pour évaluer les habiletés socio-émotionnelles. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait nous au sein des cliniques universitaires? Quels sont les instruments qu'on utilise? Tout d'abord, il y a le programme EIS, qui est en fait un programme qui vient du Québec, qui a été traduit par Dion Carmen Tavares et Rivest en 2006, donc au moment où j'ai commencé ma thèse. Et c'est un programme qui est utilisé dans les pays anglo-saxons, mais très peu dans les pays francophones. Et donc, il y a pas mal de professionnels qui l'utilisent pour évaluer l'enfant, mais ils n'utilisent pas le programme de manière complète. Je m'explique. C'est un programme en fait qui comporte 6 domaines. Il y a le domaine de la motricité fine et globale, le domaine adaptatif, donc tout ce qui est lié aux conduites alimentaires, hygiène personnelle, habillage, etc. Tout ce qui est communication, que ce soit prérequis, non-verbal, interaction de communication, production de mots, tout ce qui est cognitif, permanence de l'objet, résolution de problèmes, tout ce qui est social également. Alors donc il y a 6 domaines et il y a 2 parties. Il y a une partie qui est pour les enfants d'âge de développement 0,3 et l'autre 3,6. Et donc au niveau de l'âge chronologique, ça va jusque 9 ans. C'est un programme qui à la base n'est pas destiné uniquement pour les enfants porteurs de trisomie 21, mais pour d'autres enfants, même tout venant, qui ont des problèmes instrumentaux par exemple. D'accord, donc ça c'est important de le savoir. Et nous on l'utilise de manière complète dans l'équipe aux cliniques. Alors, il y a une partie qui est donnée aux parents. C'est le rapport. On appelle ça le rapport de la famille. Donc, les parents reçoivent un rapport avec tous les domaines. Et les professionnels autour de l'enfant reçoivent l'évaluation des 6 parties. Les items sont variables en fonction des domaines. Et au niveau du système de cotation, il est différent aussi. Pourquoi? Parce que les parents, ils ont des questions plus faciles avec des exemples pour pouvoir mettre l'enfant en situation et pour comprendre mieux les items. Que les professionnels, c'est des items plus clairs. Donc, chaque item pour le professionnel est coté selon une échelle de Likert allant de 0 à 2. Donc, 0, le critère est rempli. Donc, l'enfant sait prendre quelque chose avec la pince, par exemple. Le critère est partiellement rempli. Il commence, mais avec 4 doigts et c'est partiel, ou pas du tout, de pleine main. C'est un exemple. Il y a également une cotation ajoutée qui sont des remarques. Est-ce que l'enfant l'a fait avec assistance? Est-ce que le professionnel a rapporté l'observation? Est-ce que l'environnement a été modifié? Et la qualité de la performance, etc. Donc ça, c'est toutes des remarques que le professionnel peut mettre en plus. Pour les parents, c'est plus simple. Il y a une partie qui est ouverte. Ça nous permet d'apprendre à connaître l'enfant. Et la partie où il y a tous les items, mais les parents doivent remplir par oui, par non ou parfois. Donc c'est plus facile. En plus, il y a des exemples, donc c'est plus facile. Alors, ce que j'aime bien dans ce programme, en fait, c'est qu'on travaille vraiment de manière pluridisciplinaire et on travaille avec tous les acteurs autour de l'enfant. On travaille d'une part avec la participation de la famille, donc qui est quand même le premier éducateur de l'enfant, donc qui évalue l'enfant. Alors, pour revenir à la discussion de ce matin, je fais une petite parenthèse. C'est que, ayant fait une thèse, ayant donné des questionnaires à des parents et à des professionnels, je constatais qu'il y avait souvent une divergence parce que le parent sur- ou sous-évaluait l'enfant ou inversement. Voilà, ici je trouve que ça va encore, probablement parce qu'il y a des suggestions apportées et que donc les différents acteurs essayent d'être le plus objectifs possible pour vraiment pouvoir aider l'enfant au mieux, je l'espère.
Alors, donc il y a la participation de la famille et ensuite il y a la collaboration du professionnel. Donc les deux acteurs évaluent l'enfant en fonction de tous les domaines. Ensuite, on voit quel est le plus important, quel est le but le plus important. Par exemple, pour un enfant de 6-7 ans, s'il n'est pas encore propre, on va accentuer notre intervention sur l'hygiène personnelle. D'accord ? Et on voit la demande du parent. Est-ce que le parent veut avoir des choses, veut avoir des suggestions précises à propos de quelque chose parce qu'à la maison, ça ne va pas. Voilà, donc on voit ensemble quels sont les buts qu'on veut que l'enfant atteigne. Ensuite, on propose des suggestions d'intervention aux parents. Alors, il faut savoir qu'au niveau des suggestions d'intervention, il y a des activités au quotidien. Le but, c'est de pouvoir donner des suggestions, mais qui ne permettent pas... dont les parents ne sont pas obligés de se mettre derrière une table et de devoir faire les choses. Ça ne demande pas du temps supplémentaire. Donc, c'est des suggestions au quotidien, dans la vie de tous les jours. Je vais prendre un exemple pour être plus clair. Par exemple, on prend l'apprentissage des couleurs. Voilà, papa, maman vont apprendre les couleurs lorsqu'on s'habille. Ton pull est rouge. Voilà, on va apprendre les couleurs. Qu'est-ce qui est rouge ? Regarde, on descend manger la fraise, etc. Donc, toujours au quotidien, mais sans mettre de temps supplémentaire. Alors que le professionnel, on va mettre des activités plus planifiées. Par exemple, on va organiser une journée autour de la couleur bleue. On va manger des bleuets, on va chercher des objets bleus, on va faire des dessins autour de la couleur bleue, etc. Donc c'est plus planifié. Donc ça, c'est les suggestions d'intervention. Je vous expliquerai après concrètement ce qu'on en fait nous. Là, je vous explique le programme. Et ensuite, il y a évidemment les progrès de l'enfant. Est-ce que l'enfant a fait des progrès en 6 mois, en 3 mois, etc. Est-ce que ce qu'on a proposé était tout à fait adapté et est-ce que ça a fonctionné ? Donc voilà ce que propose un petit peu le programme. Voici les bouquins. C'est l'ancienne version. Donc il y a une nouvelle version. Alors le en fait, ça paraît compliqué, mais c'est simplement pour expliquer que c'est un coût en temps, mais pas tellement financier. Donc, il y a 3 livres. Le premier livre, en fait, c'est vraiment le guide d'utilisation qui explique la philosophie du programme, le fait que ce soit un programme qui est positif, le fait qu'on explique chaque domaine, qu'il y a des suggestions d'intervention au quotidien, etc. Et puis, en annexe, on propose, en fait, toutes les grilles donc d'évaluation qu'on donne aux parents, d'évaluation qu'on donne aux intervenants, etc. Donc, il y a juste toutes les grilles. Ensuite, vous avez les 2 autres, il y a une petite flèche, je pense, ces 2-là, voilà. Vous avez les 2 autres qui sont en fait les programmes d'intervention. Donc ça veut dire que là-dedans, le premier, on propose l'intervention pour les 0-3, donc pour les plus petits. Donc là, on explique le domaine. Ensuite, on explique le but s'il n'est pas poursuivi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc il y a les suggestions d'intervention au quotidien, les suggestions plus planifiées. Parfois aussi, on propose en fonction des déficits de l'enfant, s'il a un déficit sensoriel, auditif ou quoi que ce soit, on ajuste, etc. Et on propose même à la fin des activités ou des choses qui regroupent plusieurs faiblesses chez l'enfant. Voilà, donc ça paraît compliqué, mais ça va. Alors, donc ça c'est au départ ce qu'on avait décidé de faire au sein des cliniques et ça fait 2 ans qu'on le met en place et on s'est vite rendu compte que les parents étaient demandeurs que, outre le côté médical et le côté maintenant développemental, d'avoir aussi l'aspect socio-émotionnel. Voilà, donc ils sont en demande de pouvoir avoir des pistes par rapport aux émotions qui sont excessives, au fait que l'enfant ne sait pas réguler ses émotions, aussi à l'aspect social, les difficultés à interagir, etc. Donc, je travaille toujours en collaboration avec le professeur Nader Grosbois. Donc, on a trouvé 2 questionnaires qui sont pertinents, mais qui sont à titre expérimental. Donc, ils ont été traduits en français, mais pas encore validés. Alors, il y a le MESSI, donc le Madson Evaluation Social Skills, pour jeunes. Donc, on évalue les habiletés sociales sous forme de questionnaire. Donc, les parents ou les professionnels doivent remplir un questionnaire. Il y a 64 items. Et le système de cotation, c'est la fréquence du comportement qui est observé. Donc, il y a une échelle de Likert qui va de 1 à 5. 1, jamais, jusqu'à 5, très souvent. Alors, pour donner des exemples, est-ce que... je vais les reprendre pour être sûr de vous donner les bons exemples. Voilà. Alors, par exemple, est-ce que votre enfant se moque des autres ? Est-ce qu'il est mauvais perdant ? Est-ce qu'il fait rire les autres ? Est-ce qu'il sait aider un ami ? Est-ce qu'il a peur de parler aux gens ? Ça, ce sont des exemples. Et donc, le parent doit vraiment donner une cotation de fréquence. Non, jamais, ou oui, tout le temps.
Le deuxième questionnaire qui nous intéressait finalement, c'est par rapport à la régulation émotionnelle. Donc c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure, enfin que je vous ai plutôt cité, c'est le RC, donc qui a été développé par Schild et Cicchetti en 1995, mais qui a été traduit de nouveau par Nathalie et qui est toujours à titre expérimental. Donc là, on évalue vraiment la régulation émotionnelle, toujours sous forme de questionnaire qu'on donne aux parents ou aux professionnels. Il y a 24 items et pareil, système de cotation, c'est la fréquence du comportement qui est observé. L'échelle de Likert, de 1 à 4, 1 jamais, à 4 très souvent. De nouveau, je vous donne des exemples. L'enfant est joyeux, l'enfant montre de grandes variations d'humeur, l'enfant est facilement frustré, l'enfant est impulsif. Alors, je constate aussi que ce n'est pas quelque chose que je peux donner aux enfants trop jeunes non plus. C'est souvent pour la tranche d'âge de développement 3-6, donc pour les plus grands, mais la demande aussi vient pour des enfants d'âge chronologique au-delà de 4-5 ans, voire même plus. Donc, voilà le deuxième questionnaire. Alors, il faut savoir que tout ça est à titre expérimental encore. Donc, toute question et remarque est preneuse. Alors, concrètement, donc, au sein des cliniques, qu'est-ce qu'on fait ? On met en place le programme. Et alors, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je vois les parents dans un premier contact. Je vois si ils sont d'accord de participer. J'explique la philosophie du programme, donc le fait que ça soit positif, qu'il n'y ait pas de cotation, qu'on voit qu'on tire l'enfant vers le haut, qu'on voit ses forces et ses faiblesses et qu'on essaye au quotidien de pouvoir l'aider. Donc là, souvent, ils sont preneurs parce qu'ils sont acteurs un petit peu et ils peuvent pouvoir enfin aider leur enfant au quotidien. S'ils sont d'accord, je distribue les questionnaires pour eux et alors les questionnaires pour les professionnels. Souvenez-vous, il y a une partie pour les professionnels. La seule chose, c'est que à la base, c'était moi le professionnel. Mais évaluer tout ça toute seule, ça me paraît difficile, mais je n'ai qu'une-deux séances. Je ne connais pas l'enfant, donc c'est très difficile. Et l'enfant est dans un cadre plutôt médical, donc je n'ai pas de contexte très adéquat pour ces enfants-là. Donc je me suis vite rendu compte que mon observation finalement n'était pas objective. Mais comme les enfants porteurs de trisomie ont beaucoup de personnes autour d'eux, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné à la kiné tout l'aspect moteur, donc motricité fine et globale. J'ai donné à la logopède tout ce qui est communication et même interaction, mais à deux, avec quelqu'un de familier. Et alors pour l'institutrice, finalement, j'ai donné tout ce qui était social et adaptatif. Et donc, il me restait l'aspect cognitif que je fais sous forme de jeu. D'accord ? Maintenant, il est vrai que parfois, quand je n'observe pas, je ne vais pas mettre tout de suite non observé ou 0. Je vais mettre un point d'interrogation et donc là, je revois et je réessaye avec autre chose et puis je vais voir chez les parents. Mais en même temps, moi, ça me permet de voir l'enfant et de pouvoir proposer des suggestions sur un enfant que je connais. Donc, ça me semble très important aussi que je le fasse. Donc, voilà un petit peu concrètement. Ensuite, quand ça s'est fait, j'ai donc les questionnaires en main et je propose des suggestions d'intervention et des pistes. Donc, je mentionne ce dont il est capable, ce qui est en émergence, ce qui n'est pas acquis. Et ensuite, je propose des suggestions pour les parents au quotidien et puis des choses beaucoup plus planifiées pour les intervenants. Alors, ça paraît très long quand on voit mes bilans. La seule chose, c'est que je fais ça pour tous les professionnels. Donc, du coup, tous les professionnels ont mon bilan, chacun y trouve son compte. Et pour les parents, je les vois individuellement. Et ce que je fais, c'est qu'on fluote, c'est que je regarde avec eux qu'est-ce qu'on va faire en premier, etc. Et on note à quel moment, etc. on le fait. Donc, ça prend du temps, mais c'est plutôt bon. En général, c'est assez bien pris. Et ensuite, on se voit 3-6 mois en fonction, souvent 6 mois. En dessous, je trouve que c'est pas pertinent parce qu'il faut quand même le temps aux parents de mettre ça en place, etc. Le temps que les instituts mettent ça en place puis réévaluent, etc. Donc voilà, en général 6 mois. Et là, on voit le progrès de l'enfant. Et je fais une petite parenthèse parce que le progrès de l'enfant, c'est parfois difficile parce que fatalement, en 6 mois, il a évolué et qu'on ne peut pas se dire, tiens, est-ce qu'il a évolué parce qu'il a pris en maturité et qu'il a 6 mois de plus ou est-ce qu'il a évalué parce qu'on a vraiment tiré vers le haut et qu'on a mis toutes les suggestions. Comme je suis chercheuse, mon but est finalement de voir est-ce que ce que je propose, est-ce que c'est efficace finalement. Donc, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je demande aux parents, est-ce que vous avez suivi les suggestions, lesquelles, est-ce que vous ne les avez pas suivies. Donc, je ne pourrai pas prouver l'efficacité, mais en tout cas dire que ça a été preneur à un certain degré.
Hein, donc voilà. Mais de manière générale, c'est plutôt bien pris parce que les parents sont contents d'avoir une évaluation, d'être acteurs. Et surtout, j'en ai beaucoup qui me disent au début, mais finalement, je ne savais pas qu'il était capable de faire ça. Mais comme j'ai dû l'observer et le mettre en situation, je sais qu'il est capable de le faire. Donc malgré tout, il y a quand même des choses qui ressortent qui sont très positives. Alors, au niveau de la recherche, donc, ce que je veux, c'est comprendre mieux ces habilités-là. Je veux examiner si finalement ce programme est efficace ou pas. Et je veux voir si les deux autres outils, ça se couple bien avec le EIS et si c'est efficace aussi. Voilà un petit peu où j'en suis. Mais voilà, ça ne fait que 2 ans. Donc, quand je dis que je suis preneuse de remarques et de questions, c'est vraiment très, très vrai. Voilà, alors voilà un peu, j'ai juste remis les articles et livres que j'ai rédigés avec Nathalie Nader-Grosbois. Voilà, c'est tout. Merci.